Nous passons maintenant la Merci. parole à Mathieu Peslon de Paris sur l'intérêt des databases dans la recherche et l'expertise de la chirurgie des malformations rares de la vessie. François. Oui, alors Mathieu Peslon, je suis très fier de dire qu'il a fait ses études à Saint-Étienne. Et ensuite, il a été reçu à l'internat à Paris et il a fait tout le début de sa carrière donc, à Paris. Et là, récemment, il est parti aux États-Unis faire sa recherche sur les malformations rares de la vessie. Et actuellement, il est MCU à l'hôpital Robert Debré à Paris. Mathieu, je te laisse la parole et merci encore d'avoir accepté rapidement de bien vouloir communiquer cet après-midi. Bonjour, est-ce que vous voyez bien mon écran? Mesdames et messieurs les membres de l'Académie, chers maîtres, j'ai donc l'honneur de vous présenter mon travail sur les bases de données dans la recherche et l'expertise de la chirurgie des malformations rares de la vessie, que j'ai fait en lien donc, avec l'hôpital Robert Debré et le centre de maladies rares Marvu et l'hôpital d'Indianapolis en Indiana aux États-Unis. Je n'ai pas réellement de conflit d'intérêts, mais j'ai été financé par deux structures, l'hôpital universitaire Robert Debré et l'université d'Indiana. Et vous pouvez remarquer tout de suite qu'il y a une différence significative dans l'organisation de nos structures. Vous me voyez ici avec cravate obligatoire et costume obligatoire lorsqu'on allait voir des patients aux urgences, et une organisation à la française, beaucoup plus bienveillante au final. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des bases de données ou des databases en anglais pour vous expliquer que toute la recherche actuelle, que ce soit en médecine, en chirurgie et qui plus est en urologie pédiatrique, doit être basée sur les preuves et sur des bases de données. Les bases de données doivent être donc utiles, elles doivent être également utilisables et il faut qu'elles soient utilisées une fois qu'elles ont été colligées. Différentes études sont largement utilisées en recherche clinique. Les études rétrospectives qui sont souvent dites de mauvaise qualité, et j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas toujours le cas d'un point de vue statistique. Et bien sûr, les études prospectives qui ont mauvaise presse en chirurgie et en urologie pédiatrique et qui pourtant peuvent avoir leur place lorsque les questions sont bien posées et le consentement bien expliqué aux deux parents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? C'est quelque chose déjà qu'on fait de façon individuelle, en particulier pendant son internat, où on collige de façon personnelle les chirurgies à laquelle on a participé activement ou passivement, à laquelle on a complètement effectué le geste ou partiellement. Ça peut être également des bases de données de services, par exemple dans un centre comme Marvu, où on collige de façon prospective les chirurgies ou les consultations de ces malformations rares. Les différents autres types de bases de données peuvent être déjà multi-institutionnelles. Par exemple, à Paris, on a décidé de faire des travaux sur la prise en charge de l'extrophie vésicale. Et les trois hôpitaux qui font de l'urologie pédiatrique collaborent de façon multi-institutionnelle sur cette chirurgie-là. Aux États-Unis, Indianapolis fait partie de ce qu'on appelle le groupe PUMA, qui veut dire Pediatric Urology Midwest Alliance, qui est un groupement de 5 hôpitaux pédiatriques du Midwest et qui collaborent pour faire de façon clinique et surtout de façon chirurgicale de la chirurgie in situ, donc sur site, en invitant et en accueillant les chirurgiens qui n'ont pas l'habitude de voir cette chirurgie. Donc, c'est la chirurgie rare de la vessie, extrophie vésicale, extrophie du cloaque et anomalie du développement génital. Les deux autres types de bases de données peuvent être liés à des organisations extérieures. Aux États-Unis, ce sont les critères de qualité du NSQIP ou des bases de données type gouvernementale. C'est extrêmement bien développé dans la chirurgie cancérologique, comme les bases SEER et NCDB en Angleterre et aux États-Unis. Les bases de données, elles doivent être un reflet de ce qu'est la population pour avoir un registre le plus complet possible et enfin de calculer une incidence. Il est extrêmement difficile, et on l'a bien vu sur le débat des anomalies du développement génital, d'avoir une incidence précise de qui opère, combien d'enfants sont nés,
avec une anomalie, combien d'enfants sont opérés, combien d'enfants sont mécontents ou contents de cette chirurgie. Ces bases de données permettent tout d'abord de faire une mise en évidence d'une qualité personnelle de nos propres résultats, lorsque par exemple on a trop de complications sur la prise en charge de l'appendicite et le nombre d'abcès qu'on peut avoir au bout d'une année. Elles permettent en fait ensuite de faire des études rétrospectives ou prospectives et des registres qui sont vraiment la base ultime d'une base de données. Les mises à jour peuvent se faire de façon prospective. Alors, à Indianapolis, on utilisait le logiciel RedCap. Et après chaque intervention rare, que ce soit Mitrofanov, extrophie, utilisation d'un sphincter artificiel, chirurgie de l'hyperplasie congénitale des surrénales, pyéloplatie robot-assistée et neuromodulation sacrée, en même temps qu'on faisait le codage, le CRO, on devait remplir une feuille de données qui devait être faite soit par le chirurgien, soit par l'interne, soit par un assistant de recherche clinique, et on ne pouvait pas quitter le bloc opératoire sans l'avoir validé. On le faisait également en consultation. Il y avait 3 questionnaires, un sur la qualité de vie, un autre sur l'irrigation vésicale, et enfin sur l'utilisation ou non d'un calendrier nutritionnel ou de sondage. La mise à jour auquel j'ai participé à Indianapolis était, en termes d'études rétrospectives, une sur l'extrophie vésicale, une autre sur les malformations cloacales, et enfin une grosse base de données sur dysraphisme et augmentation vésicale, entérocystoplastie. La première question qu'on peut se poser sur les bases de données, c'est qui rentre les données. Et vous allez le voir dans les limites des bases de données, il faut se demander est-ce qu'un senior ou un junior docteur sont capables de rentrer les mêmes bases de données, et quid des différences entre un attaché de recherche clinique, un étudiant en médecine ou un étudiant en master. Ensuite, il faut se poser la question qui contrôle les données. En général, il y a un contrôle interne où lorsqu'un junior docteur rend des données, doivent être validées par un senior docteur. Il peut y avoir un contrôle externe. Ce contrôle externe se fait souvent par des reviewers qui vérifient la qualité des bases de données, et c'est obligatoire, par exemple, dans les bases de données financées par le NCBI aux États-Unis. Et enfin, ces données doivent être contrôlées au niveau éthique et avec l'obtention d'un numéro de recherche pour être sûr que toute la recherche qui va être faite sur des bases de données respecte l'éthique et la protection des données individuelles. Alors, pourquoi il faut faire des bases de données? Parce que plus le nombre est important, plus les statistiques sont fiables. Et donc, le pouvoir statistique est amélioré par le nombre de patients inclus, et ce qui va permettre de diminuer les biais de sélection, les biais de mémoire et les biais liés aux erreurs statistiques. Et enfin, il faut calculer un effectif avant de pouvoir faire des statistiques de bonne qualité. Alors, le journal de chirurgie pédiatrique a publié récemment sur qu'est-ce que le pouvoir statistique et le calcul d'effectifs en chirurgie pédiatrique. Alors, on s'est rendu compte dans cette analyse entre l'utilisation d'un pouvoir statistique entre 80 et 90%, ce qui est toujours la règle, et un risque alpha à 5%, donc les lignes vertes et violettes, que pour avoir un effet modéré ou petit lié à l'effectif, on va dire à 50%, il faut toujours avoir un effectif qui est supérieur à 50, voire supérieur à 100. C'est-à-dire que déjà l'ensemble de tous les groupes doivent être supérieurs à 50 ou 100, et on le sait très bien en chirurgie pédiatrique, il est très rare d'avoir des bases de données avec plus de 100 patients. Et donc, pourquoi il faut faire des bases de données? Pour être bien sûr efficace, pour partager des informations, pour monitorer le système de santé et la qualité des soins, et enfin pour améliorer la qualité de prise en charge globale. Il y a différents types d'études, des études dites d'exposition, des études cross-sectional où on regarde l'exposition et le résultat au même moment, des études de cohorte où on a l'exposition avant le résultat, et des études cas de contrôle où on a l'exposition après le résultat. Et c'est dans ce seul cas où on peut calculer l'odds ratio, et c'est là où on voit que beaucoup d'études publiées ont des biais statistiques puisque sont calculés des odds ratio alors que l'on est dans d'autres types d'études. Bien sûr, il faut connaître les biais lorsqu'on utilise des bases de données, les biais de mémorisation, le biais de sélection des sujets et surtout de non-sélection des sujets, comment calculer les pertes de vue dans les modèles statistiques et les biais de confusion.
Il faut bien sûr comprendre les données que l'on utilise. Est-ce que ce sont des données continues ou catégorielles? Et en particulier, est-ce que l'effectif catégoriel est inférieur à 5, car cela changera les tests statistiques. Et il faudra se poser la question sur la distribution des données paramétriques ou non paramétriques pour avoir des tests statistiques de qualité. Et enfin, ce qui est extrêmement difficile à faire comprendre lorsqu'on relit un papier en tant que reviewer, c'est quelle utilisation d'un modèle de régression va être important pour étudier à long terme les tests multivariés. Est-ce qu'on a un résultat en binaire ou non binaire, entre l'âge ou par exemple le sexe? Et est-ce que le follow-up, le suivi, est le même ou est variable? Parce que selon toutes ces données et ces variables, on aura l'utilisation dans nos bases de données et nos outils statistiques de types de régression qui sont différentes. Et donc là, je vais vous présenter les études auxquelles j'ai participé lors de cette mobilité. Donc avec une base de données qui incluait 1491 enfants avec une anomalie de la vessie et une base de données sur un fichier Excel avec 435 colonnes qui n'étaient utilisables qu'à l'hôpital car utilisaient trop de mémoire vive. Il y avait beaucoup de types de données démographiques sur les données urologiques, génitales, néphrologiques, orthopédiques et neurochirurgie, avec un follow-up médian de 12,5 ans, donc qui a été établi en 2000, donc il y a maintenant 21 ans. Et vous le voyez déjà, 15,8% de ces données étaient dites fausses par le reviewer externe, avec un diagnostic qui était dit à vérifier. Qu'est-ce qu'on a pu tirer de ces 1496 patients? C'est plus de 190 publications par cette équipe. En 2000, ils avaient 100 patients d'inclus et ils ont commencé à montrer que les alpha-bloquants avaient un intérêt dans la prise en charge des enfants avec des vessies neurologiques en utilisant des posologies différentes entre 0,5 et 2 mg jour d'oxytocine, avec une diminution significative du résidu postmictionnel entre ces différentes posologies. Et on a pu enfin, à partir de 2003, prescrire des alpha-bloquants pour les enfants. Ils ont commencé à travailler sur les appendicovésicostomie ou les conduits de Mitrofanov sur leurs 100 premiers enfants pour montrer que c'était une chirurgie qui fonctionnait bien avec 98% de continence et des complications de l'ordre de 12 à 20% qui étaient beaucoup plus fréquents en cas de Monty. Ensuite, ils ont commencé à travailler sur le Malone, ou MACE en anglais, pour montrer que c'était quelque chose d'efficace, que l'utilisation donc de l'appendice pour faire des lavements antérogrades pour les côlons neurologiques permettait d'avoir une continence anale socialement possible dans 91% des cas, 11% de complications post-opératoires, et on pouvait utiliser pendant la même intervention l'appendice pour faire un Mitrofanov et un Malone. Et enfin, 89% des patients et de leurs parents étaient enfin contents avec la continence anorectale. Enfin, ils ont inclus leurs 100 premiers patients opérés d'une extrophie vésicale, où ils montraient dans les années 2000 que 90% étaient continents et que 70% avaient une chirurgie vésicale d'augmentation. C'est extrêmement important de voir l'historique de tout cela parce que les chiffres vont changer avec les années et avec le nombre de patients inclus. En 2005, ils ont 500 patients et là, ils ont fait beaucoup de travail sur les perforations vésicales. Ils se sont rendus compte qu'il ne fallait plus faire de chirurgie de fermeture du col chez ces patients. Il fallait augmenter le nombre de Mitrofanov ou de conduits appendiculaires ou de l'intestin pour pouvoir vider la vessie. Et il fallait arrêter d'utiliser le sigmoïde pour augmenter la vessie dans les vessies neuro ou les vessies malformatives. Ils ont ensuite retravaillé à nouveau sur les Mitrofanov et les Monty, et ils se sont rendus compte que le Monty pouvait être quelque chose d'intéressant, mais qui était souvent repris dans les 5 premières années, avec surtout, lorsqu'il est utilisé en non ombilical, il y avait beaucoup plus de reprises chirurgicales, et si on utilisait un artifice qui s'appelle le spiral Monty. Ils ont également travaillé sur le déficit en vitamine B12. On avait tendance à dire qu'il fallait la doser souvent et faire une utilisation importante de cette vitamine B12. Et eux, ils ont montré qu'à partir de 5 ans, on avait un déficit lorsqu'on utilisait un segment iléal. Enfin, ils ont montré que l'utilisation
de l'amélioration de la continence et urinaire et anorectale était garant d'une meilleure qualité de vie chez ces patients. En 2015, ils ont 1000 patients, et c'est sur la database sur laquelle j'ai travaillé. Ils ont pu enfin calculer le taux de morbidité des enfants qui sont nés avec un spina bifida. Ça n'a jamais été calculé. Ils ont montré que c'était un taux de mortalité de 8% à l'âge adulte, mais vous voyez qu'ici, c'est à l'âge actuel, les enfants qui ont 10 ans actuellement ou 20 ans actuellement ont une différence qui n'est pas significative avec la population générale, mais c'est faux pour les patients les plus âgés. Et les patients les plus âgés ne décèdent pas d'insuffisance rénale chronique comme on pouvait le penser en urologie pédiatrique, mais dysfonctionnent à cause des complications d'utilisation de l'estomac pour augmenter la vessie ou un dysfonctionnement des dérivations ventriculo-péritonéales causées par les neurochirurgiens. Ils ont également travaillé sur les lithiases vésicales. Les lithiases vésicales, on pensait toujours qu'elles étaient d'origine infectieuse, et en fait, plus de 30 à 60% des cas, les lithiases ne sont pas infectieuses et sont des problèmes de métabolisme des urines. Et il faut toujours bien penser à montrer ces patients au néphrologue et pas seulement traiter les infections, mais traiter l'hypercalciurie liée à l'utilisation de segments iléals. Ils ont également refait tout un travail avec plus de 1000 patients sur l'intérêt d'utiliser l'appendice dans la continence urinaire, qui est vraiment le conduit le plus simple et le plus sûr à utiliser dans la chirurgie de Mitrofanov. Ils ont également travaillé sur les extrophies du cloaque, une pathologie extrêmement rare, et ils ont montré que dans ce cas-là, ce qu'il faut absolument utiliser, c'est l'estomac pour éviter d'avoir des syndromes de grêle court à l'âge adulte. Et enfin, ils ont travaillé sur quelque chose d'extrêmement important, c'est comment faire la transition de ces patients suivis en urologie pédiatrique. Ils avaient 77 enfants suivis il y a 5 ans, donc en 2015, et 268 suivis en 2019. Ils se sont rendus compte que pour faire une transition de qualité, il fallait des urologues pédiatres et des urologues adultes qui ont un intérêt spécifique dans la prise en charge de ces malformations rares, et surtout qui avaient au moins un fellowship en urologie pédiatrique. Ils se sont rendus compte que même eux, dans une prise en charge extrêmement active, seulement 40% des patients avaient une transition avec succès. Et ils se sont rendus compte que nous-mêmes et les parents demandent beaucoup trop à ces adolescents, à ces jeunes adultes, et en particulier à un âge trop jeune. Il faut peut-être faire une transition chez les enfants nord-américains après l'âge de 21 ans. En 2018, ils ont commencé cette alliance avec le Midwest, où ils ont pu colliger 216 extrophie vésicales, qui est vraiment un chiffre extraordinaire, pour montrer que l'extrophie vésicale, contrairement à ce qu'ils avaient publié 20 ans plus tôt, ce n'est pas si simple, avec seulement 14 patients qui n'utilisent pas de cathétérisme intermittent à l'âge adulte, et avec une nécessité d'une augmentation vésicale dans quasiment 90% des cas, et une chirurgie du col. Alors, qui rentre les données? C'est une des limites de l'utilisation de bases de données. Ça peut être les limites liées à l'utilisation d'un étudiant en médecine ou un étudiant en master qui n'est pas médecin. Et j'ai moi-même travaillé sur le registre des malformations rares de la ville de Paris, où on avait 32,5% par exemple des hypospadias, où on ne savait pas la stadification de l'hypospadias. Bien sûr, il faut se poser la question qui code une fois qu'on utilise un code statistique et qui fait les stats, puisque 71% des articles publiés en urologie comportent une erreur statistique. Je vais rapidement vous montrer une erreur statistique qui a été publiée il y a 2 ans sur la durée d'attente avant chirurgie pour torsion du cordon spermatique. Ici, on nous dit que si l'enfant attend moins de 6 heures, il a 22% de ne pas avoir de torsion. Et pourtant, ici, on se rend compte que c'est à 20 heures qu'on atteint les 20% de mauvaise qualité chirurgicale et d'orchidectomie. Donc, il faut voir que sur 219 patients et 2 diagrammes dans le même article, on a des données qui sont fausses et donc qui ont été mal reviewées par nos pairs. C'est exactement ce que je remarque ici.
Donc, sur la figure 1, on nous dit 23%, et sur la figure D, en fait, c'est entre 0 et 15% lorsqu'on refait les stats et qu'on leur demande leurs données. Donc, il faut faire extrêmement attention dans l'utilisation des bases de données sur les statistiques, les modèles utilisés et bien sûr leur interprétation. Donc, les limites, c'est aussi les variabilités de nos systèmes informatiques. Je pense que vous avez tous reçu hier le mail de M. Hirsch qui nous rappelait que l'on allait être bientôt attaqué de phishing et par les cyberharceleurs qui ont utilisé des bases de données des hôpitaux de Dax et de Villeneuve-sur-Saône. Il y a bien sûr des bases de données qui existent déjà, mais ce qui est extrêmement compliqué, c'est de les rentrer et d'avoir du personnel de qualité qui rentre dans ces bases de données les variables demandées. Et donc l'avenir en santé, c'est d'utiliser du big data. Le big data demande bien sûr beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, et qui nous permettra d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous dire les facteurs de risque de telle ou telle chirurgie. Les questions en suspens, c'est où et quand on peut stocker toutes ces bases de données, qui peut les exploiter, comment sont protégées les bases de données et quelle éthique donner à ce genre de data mining. En conclusion, c'est un sujet passionnant où tout est possible, qui est bien sûr applicable en France puisqu'on l'utilise dans le centre de maladies rares Marvu et on a permis de colliger par exemple le syndrome de Prune-Belly et 56 patients suivis depuis 20 ans. Mais il faut bien sûr aimer Excel et les logiciels de statistique. Il faut avoir des étudiants en médecine qui, entre deux blocs, avec leur loupe, vous voyez, sont en train de rentrer les bases de données avant de sortir du bloc opératoire. Et bien sûr, il faut avoir une attention toute particulière à la protection des bases de données. Et j'en profite pour remercier tous les patients, toutes les personnes qui m'entourent tous les jours, que ce soit aux États-Unis ou en France, pour que ces bases de données donnent vie à de jolies études et de jolies données. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Un topo qui appelle tant de questions. Alors déjà, je voulais dire bonjour à ton patron, je crois, qui est en ligne, c'est Ala El Ghanemi, et qui a bien fait de t'envoyer à Indianapolis pour nous ramener tout ça. Donc plein de sujets potentiels, effectivement, pour les maladies rares, il faut se regrouper. Je suis vraiment convaincu de ça et j'essaie de le faire déjà depuis un certain nombre d'années, mais il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. Ça, c'est extrêmement important. J'ai été un peu impressionné par l'importance des données fausses qui sont rentrées dans ces datas, et ça pose quand même question. Et est-ce qu'il faut laisser justement les étudiants, les ARC, les internes, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas une critique contre eux, mais ça pose vraiment question. Et puis, comme on est à l'Académie nationale de chirurgie, j'en profite aussi pour dire qu'on est très preneur de consultations de transition entre l'enfant, l'adulte. Souvent, les grands-enfants qu'on a suivis depuis 18-20 ans, ils veulent plus nous quitter, mais c'est pourtant extrêmement important que les chirurgiens d'adultes prennent en charge ces anciens enfants pour éviter les catastrophes, comme tu as montré sur la courbe d'Espina, où il y a des problèmes de survie de manière assez importante. Voilà, donc je laisse les questions ouvertes qui vont sans doute pas manquer compte tenu de ton topo. Et je voulais dire juste une dernière chose. J'espère que tu ne vas pas me reviewer bientôt, parce que sinon, je suis mort. Allez, à Claude Benamou. Est-ce qu'il y a des questions de la salle aussi? Oui, je veux intervenir au moment de votre conclusion. Et quelle est la place actuelle le programme d'intelligence artificielle et de deep learning pour analyser sur ces bases de données qui peuvent devenir de plus en plus monstrueuses? Dans quelle mesure également ces bases de données peuvent être colligées au niveau, par exemple, européen? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'avec la Société européenne d'urologie, vous faites ce genre de collection de data? Et donc, pour augmenter la puissance des conclusions que vous pourrez en tirer. Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Donc, concernant, premièrement, les bases de données européennes, donc, le centre de maladies rares Marvu fait partie du centre européen de maladies rares qui s'appelle Eurogene. Et donc, maintenant, il y a de plus en plus de bases de données européennes qui posent bien sûr le problème de protection des données.
Concernant le deep learning ou le data mining, c'est un peu plus compliqué que cela, puisque le but de l'intelligence artificielle en statistique, c'est de trouver des données auxquelles on n'a pas pensé. Pour trouver des données auxquelles on n'a pas pensé, il faut qu'on ait une database qui soit extrêmement large et sûrement qui ne soit pas construite par des chirurgiens, pour qu'on n'ait pas l'influence, c'est ce qu'on appelle le biais de sélection, l'influence de notre pratique chirurgicale quotidienne dans la recherche de facteurs de risque ou d'échec de telle ou telle chirurgie. Par exemple, on avait travaillé à Robert Debré sur les troubles mictionnels de l'enfant. Et sur les premières, donc ce qu'on appelle le data mining, ils avaient regardé l'influence de la pression atmosphérique sur les troubles mictionnels la nuit ou le jour. C'est quelque chose auquel moi, je n'aurais jamais pensé. Et ils avaient également regardé la géolocalisation des patients, en particulier s'ils étaient dans un centre commercial lorsqu'ils avaient plus de troubles mictionnels. Alors, ça peut être extrêmement intéressant. Le problème, c'est que les comités d'éthique ne sont pas d'accord, en particulier chez l'enfant, pour refaire des recherches sur des choses qui concernent la géolocalisation, et on peut le comprendre. Donc actuellement, l'intelligence artificielle en recherche clinique via les bases de données est encore extrêmement difficile, voire impossible. Mais elle pourrait être utilisée, par exemple, au bloc opératoire, lorsqu'on enregistre la chirurgie robotique pour regarder le nombre de mouvements qui sont délétères ou inutiles, et là, nous faire progresser. Et ça, les logiciels pourraient réussir à faire ce genre de choses, donc plutôt sur quelque chose d'individuel dans la chirurgie pratique. Et concernant les données fausses, pour répondre au professeur Varlet, ce qui est intéressant dans les modèles statistiques, c'est qu'on doit faire ce qu'on appelle des tests d'imputabilité sur les données fausses. Si on sème un angle dans le reviewer externe, ils ont trouvé 15,8% de données fausses, il doit faire un calcul en se disant si ces données fausses étaient le pire résultat ou le moins bon résultat. Et c'est pour ça que de plus en plus dans par exemple les courbes de Kaplan-Meier, on a maintenant plus une seule ligne, mais un espace de lignes qui prend en fait les données fausses. Et donc, malgré ces données fausses, on peut trouver des statistiques de qualité. Encore faut-il utiliser le bon logiciel et le bon modèle de régression. Merci beaucoup. C'est un commentaire, ce n'est pas une question. Votre travail remarquable pose vraiment la question de l'utilisation des bases de données qui ne sont pas un Graal parfait et qui demandent à être corrigées, suivies, étudiées comme quasiment, nous sommes des chirurgiens, dans les suites d'une intervention chirurgicale. Tout à fait d'accord. Oui, merci pour votre communication. Une question concernant l'évolution de la base de données, parce que j'imagine qu'il y a une partie fixe, il y a peut-être une partie qui est évolutive. On ne se pose pas les mêmes questions en 2020 qu'en 2000. Alors, comment peut-on faire évoluer ces bases de données de façon rigoureuse et de façon sans travestir les résultats initiaux? Alors, il y a deux façons. Un, c'est de toujours retourner sur les anciens dossiers. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va qu'on se repose une question, on doit absolument vérifier qu'il n'y a pas des erreurs de données. Et lorsqu'on se repose une question et lorsque le logiciel de statistique nous dit qu'il y a une erreur, en fait, on va regarder dans les 1496 cellules du patient là où il y a une erreur. Et en fait, c'est là où le logiciel statistique peut être extrêmement facile à utiliser. Par exemple, moi, j'avais travaillé sur l'irrigation vésicale et on me disait, on ne sait pas si l'irrigation vésicale, ça sert à quelque chose. Et en fait, il y avait trop d'erreurs dans la base de données sur le diagnostic initial de la maladie entre dysraphisme et extrophie vésicale. Et donc, quand on se pose de nouvelles questions, ça permet de faire des nouvelles statistiques et d'avoir des lignes d'erreur qui apparaissent en disant le patient 33, il ne peut pas rentrer dans le modèle statistique, il est biaisé. Et donc, c'est l'intérêt vraiment d'utiliser, et je le dis souvent à mes internes, on ne peut pas utiliser des logiciels en ligne, ils n'ont pas le pouvoir statistique assez important pour pouvoir faire ce genre de données. Et là, j'invite tout le monde à vraiment essayer de travailler avec des vrais statisticiens, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je suis capable de comprendre, mais je ne suis pas aussi fort qu'un statisticien pour comprendre
et qu'ils utilisent avec nous leur logiciel et leurs données. Ce qui est sûr, c'est que tout statisticien n'est pas capable de faire de la recherche en chirurgie puisqu'ils ne comprennent pas ce que l'on fait et ce que l'on demande. Eux, ils savent juste travailler sur des chiffres et ils nous disent bien que c'est la collaboration entre le clinicien et le statisticien qui permet d'avoir des études de qualité. Merci. D'autres questions, peut-être dans l'assistance virtuelle? Je voulais juste poser une question sur comment développer donc, finalement tous ces datas en France en chirurgie pédiatrique. Donc là, il y a les Marvus donc, que vous faites. Donc ça, c'est très, très bien. Est-ce que tu envisages d'autres sujets de data comme ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que les centres de maladies rares, que ce soit Marvu, Marep, Mavem, Mardi ou Fimato, atrésie de l'œsophage, hernie coupole, doivent nous aider à construire des bases de données. Il y a aussi la base de données Bamara qui doit être utilisable et utilisée. Comme souvent, il y a un manque de moyens, qui peut et qui doit rentrer les données. Et après, il y a un manque aussi de colonnes. Bamara, ce n'est pas le Graal. Ça permet déjà d'avoir une collection du nom des patients et c'est déjà assez important. Moi, je pense que ce sont les centres de maladies rares qui doivent faire ce travail-là, mais qui doivent aussi donner la possibilité à chaque interne médecin de pouvoir travailler sur cette base de données et pas avoir une mainmise. Et c'est vrai qu'il faut se poser des questions, phosphorer ensemble pour avoir des bases de données les plus complètes possibles. On en reviendra toujours à la même chose, qui rentre les bases de données et qui a du temps pour le faire. Il faut que ça soit des questions qui soient extrêmement simples pour ne pas perdre du temps sur ce genre de bases de données. Et aux États-Unis, qui rentre les données? Enfin, je veux dire, ils ont du personnel dédié pour ça ou pas? Moi, quand je suis arrivé, on m'a présenté 4 secrétaires juste pour moi. Ah bah effectivement, oui. Oui, on en a juste 4 pour 8 chirurgiens. Ouais. Donc non, il y a un problème de moyens humains. C'est vrai qu'ils ont des logiciels bien plus faciles à utiliser, mais il y a aussi des personnes qui rentrent les datas. Ouais, ce n'est pas les chirurgiens qui rentrent les datas. Alors, je crois que je devais aborder un sujet qui est très très loin de la pédiatrie, puisqu'il pose le problème des bases de données. Il est dommage dans votre conclusion que vous n'ayez pas évoqué quand même ce qui démarre en France avec l'Health Data Hub. Et je voudrais donc soulever juste 2-3 problèmes. Un grand problème pour moi, et qui pour tout le monde d'ailleurs, on en parlait récemment, c'est la propriété de la base de données. Et autant dans les maladies rares, je crois que les gens sont assez sensibles à donner leurs résultats, enfin à donner leurs patients, mais sinon c'est absolument effarant, moi je m'occupe surtout de cancérologie, de savoir pourquoi tel centre veut garder ses données et ne veut pas les donner à d'autres. Donc ça c'est parce que la propriété pose un problème dans notre système universitaire de récompense, que ce soit les points SIGAPS, les MICA, etc. C'est que sur le travail que vous allez faire, vous allez recevoir éventuellement de l'argent, et ces bases de données, vous savez, sont également très utilisées par tout ce qui est l'industrie privée, et notamment, je pense à tout ce qui est génomique, et quand on fait des études notamment de tumorothèque, etc. Donc, il y a quand même un problème dans l'organisation des bases de données qui est très au-delà des statistiques. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, j'ai beaucoup aimé que vous ayez bien dit qu'il fallait à la fois de l'intelligence artificielle, du data mining, de tout ce qu'on veut, et qu'il faut absolument, effectivement, après le contrôle et le clinicien. Car quand vous prenez des bases de données et que vous les moulinez dans tous les sens, vous arrivez à avoir des corrélations extrêmement curieuses. Sont-elles des causalités? Et donc, là, il y a vraiment des problèmes, notamment en données épidémiologiques. Alors, je ne sais pas en pédiatrie s'il y a aussi ces problèmes-là, mais je pense que dans les malformations, et notamment, je me retourne peut-être vers Aurore Bouty, lorsqu'on va avoir 2500 gènes à étudier, les données analytiques peuvent arriver à des absurdités, et en tous les cas des corrélations extrêmement importantes pour lesquelles on ne retrouvera peut-être pas de causalité. Donc il y a quand même, en dehors de ce que vous nous avez très bien exposé, c'est-à-dire la rigueur de l'analyse statistique qui là date déjà d'il y a 30 ans, c'est-à-dire d'utiliser le bon modèle pour faire le bon choix au moment où on fait une analyse statistique, et je partage beaucoup votre idée de dire que l'utilisation rétrospective, et ce que vous avez fait est tout à fait un exemple, parce qu'on fait, l'équipe, vous avez travaillé de ces études rétrospectives. Je rejoins également la réflexion de Hubert Joannet de dire
que lorsqu'il y a des nouvelles idées, on ne les a pas toujours dans les éléments rétrospectifs, et donc ce qui fait quand même que l'étude prospective, en sachant ce à quoi on veut répondre, reste une place importante. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces commentaires? Je vous rejoins complètement, monsieur, sur ce que vous avez dit, sur tous les points. C'est-à-dire que les bases de données sont essentielles, mais il faut qu'elles soient protégées. Les bases de données doivent être bien remplies et il faut qu'il y ait un contrôle extérieur. Et il faut bien sûr faire attention à causalité et p-value. Et c'est là où l'intérêt du data mining et du data learning est extrêmement compliqué, puisqu'il faut que la recherche clinique soit faite par des cliniciens. Si je me permets de rajouter juste quelque chose, François Varlet, je peux intervenir? Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr que Mathieu elle a vraiment couvert le sujet avec brillance, comme d'habitude. Je confirme, comme François, que c'est une souffrance de travailler avec quelqu'un comme lui, parce qu'elle vérifie tout. Et donc, chaque fois qu'on fait une publication, il faut vraiment qu'on soit solide derrière. Le gros problème que nous pose, c'est vraiment les moyens pour les bases de données. C'est pas déjà pour acheter les bases de données et le construire, c'est très cher, mais ensuite, après, pour rentrer les données. Donc, si pour le centre de référence, c'est bien qu'on a un centre de référence, mais le seul centre de référence, c'est lui, le consultif ou le coordinateur qui est financé. Donc, tout le centre de compétences, donc dans notre réseau, il y a 19 centres de compétences qui ne sont absolument pas financés du tout. Alors, chaque fois, la réponse pour donner les datas, on n'a pas les moyens pour rentrer dans les bases de données. Donc, je pense que ça, l'histoire de base de données a fait monter sur la surface le problème principal dans le système hospitalier universitaire en France, qui est le manque de moyens véritables pour la recherche clinique à l'intérieur du service clinique. Les cliniciens universitaires, ils sont débordés par l'activité clinique. Et l'activité de la recherche, malheureusement, elle est en deuxième plan, parce qu'il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de flexibilité du budget. Si aujourd'hui, avec mon budget de centre de référence, je souhaite donner à François Varlet de l'argent de mon budget pour nourrir les bases de données de centre de référence, je n'ai aucun moyen, même à l'intérieur d'établissements comme à Paris, par exemple. Donc, je pense que c'est là que les perspectives, à mon avis, de l'avenir, si on arrive à soulever et casser les cloisons du système, ce sera vraiment un miracle. Je pense que c'est la nouvelle génération qui va le faire. Merci. Oui, je veux intervenir sur la chirurgie libérale, parce que il y a je parle pas là nous sommes en pédiatrie, j'imagine que les problématiques sont beaucoup plus complexes pour vous. Mais ne serait-ce qu'en chirurgie adulte, il y a tout un secteur libéral en France, avec des praticiens qui rentrent consciencieusement leurs données tous les jours de leur activité. Et lorsque ils se proposent de participer à des études et de mettre leurs données dans des registres, se posent des problèmes techniques d'interface logicielle que nous connaissons tous dans notre exercice quotidien, où il faut reprendre des données que nous avons déjà dans nos ordinateurs, mais qui ne sont pas transférables. Et ça, c'est également, vous avez abordé l'aspect financier, mais il y a également des aspects purement techniques. On n'a pas besoin d'argent pour transférer mes données, hein, mais il y a des aspects techniques et éventuellement réglementaires qui bloquent la mise en commun de données cliniques que les cliniciens recueillent tous les jours et qui ne peuvent pas apporter à des bases de données plus importantes qui seront correctement traitées par les professionnels. J'entends des statisticiens, etc. Bon, il n'y a rien à ajouter.
Bon, nous vous remercions tous de cette excellente communication qui pose des questions de la fiabilité et de la bonne utilisation des données. Ces données ne sont pas le Graal, comme vous disiez. Elles sont un moyen d'avancer, un moyen de travailler, à condition qu'elles soient bien évaluées.